C'est vrai, prend aujourd'hui une connotation très particulière puisque c'est un thème nouveau dans notre société. Il y a le livre formidable de Marie-France Irigoyen qui a identifié ce comportement. Mais je crois que tout simplement, en fait, il s'agit de quelque chose de très basique. Dans une cour de récréation, on voit des enfants qui ont 10 ans, d'ailleurs que ce soit dans un quartier privilégié ou on voit constamment l'expérience du fort sur le faible. Et alors, on voit très bien que Pierre, donc, qui est celui qui est le souffre-douleur de Fred, voudrait finalement que Fred devienne son ami. Il n'attend qu'une chose. Et puis l'autre, au contraire, plus il réclame son amitié, plus l'autre, au contraire, en fait sa victime. Oui, mais parce que aussi Fred lui laisse l'illusion qu'il peut devenir son ami. Et l'autre lui dit, mais je comprends pas. Tu dis que tu es mon ami et en même temps tu m'emmerdes. Et l'autre lui dit, ouais, mais si tu n'étais pas mon ami, je t'emmerderais pas. Regarde les autres, je les regarde pas, mais toi, bah, tu as droit à ce régime. Oui. Mais moi, ce que je trouve tout à fait réussi dans votre film, c'est l'ambiguïté de leur rapport. C'est-à-dire que Pierre, la victime, finalement, il a besoin presque de Fred, il a besoin presque de l'humiliation qu'il ressent, tout simplement parce que s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à lui, eh bien c'est Fred. Oui, il a besoin de lui parce qu'aussi il a envie de s'approprier quelque chose que l'autre a et que lui n'a pas, qui est la force. Oui. On est tous fascinés par la force, on a envie de s'approprier quelque chose de la force. Oui, moi j'ai vu ce film, donc j'ai trouvé que c'est un film admirable et terrifiant à la fois. Je parlais tout à l'heure du problème du mal. Ben, le mal, c'est qu'il n'y a pas de pourquoi, pas d'explication. Alors on peut en donner par rapport à sa vie, qu'il a divorcé, là, ce Fred. Mais c'est vrai qu'il y a un côté... Enfin, c'est vrai, au cinéma, on aime bien les crapules. Hein, c'est ça qui fascine les gens. Et pourquoi elle fascine? Parce qu'il y a une ambiguïté. Ce personnage que vous avez décrit, là, Fred, l'ange noir, il y a un côté luciférien chez cet homme-là. Il est gentil, il a des comportements gentils, il est sympathique, il est humble. Et c'est ça qui fait qu'il est vraiment envoûtant, vraiment fascinant. J'ai beaucoup aimé ce film. Oui, moi aussi j'ai aimé ce film. Il y a une chose qui m'a surpris beaucoup. C'est qu'il y a les deux protagonistes qui ont presque des rapports sadomaso. Vraiment, enfin, on est à la limite du fusionnel. Hein. Je suis un peu inquiet. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est la solidarité ouvrière. Et vous excluez complètement dans cette solidarité tout phénomène politique ou syndical. C'est simplement une solidarité d'hommes. Lorsque les camarades, vous l'avez volontairement fait ou quoi? Parce que dans cette histoire, il s'agit en fait d'une équipe de nuit. Donc il y a 7 hommes qui travaillent dans une usine de bouteilles, de fabrication de bouteilles. J'ai tourné ça à Chalon-sur-Saône, à Saint-Gobain, et on les voit faire un travail. La nuit, les perspectives sont complètement différentes. Il n'y a pas l'encadrement habituel. D'ailleurs, on se rend compte quand soi-même on travaille de nuit. La perception du réel est floue, et au fond, ils sont ensemble comme on peut l'être sur un bateau. Mais à aucun moment, il y a une intervention extérieure. Oui. Hein. Non, il n'y a pas d'intervention. Protéger votre héros. Il y a un chef d'équipe. Alors, je voudrais montrer une scène. Alors, donc, on a bien compris, donc, Pierre, qui est la victime de Fred. Et là, c'est une scène parce que, donc, Pierre est marié, il a une femme, et qui, elle, a un caractère extrêmement fort. On va le voir, ils ont un an. Elle a tout compris. Et donc, voilà, c'est une scène tout à fait étonnante parce que, pour la première fois, donc, la femme de Pierre va rencontrer Fred. Et on va voir qu'elle va le percer à jour et elle va lui dire ses vérités. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais te chercher. Ça va pas. T'as rien à faire ici, c'est pas ta place. Ma place, c'est d'être avec toi. Alors tu sais quoi? Je vais monter dans ma voiture, tu vas monter dans ta voiture, on se retrouve à la maison. Non, j'irai pas à la naissance. Pierrot, tu me présentes? Carole, ma femme. Fred. Ah, c'est vous, Fred? Oui. Pierre vous a parlé de moi? Oui, il m'a dit que dans l'équipe, il y avait un mec avec un pois chiche dans la tête. T'as dit ça, Pierrot? Allez, on va boire un petit verre de vin, c'est moi qui invite. Non. Un café, alors? Vous allez pas nous refuser un café? Non. Vous allez pas partir comme ça, on n'a pas le temps de faire connaissance. On va se prendre un bon petit-déj et puis après on va se coucher. Non. T'as la tête dure, toi. Non, Pierrot, ta femme, elle t'en laisse pas placer une. Hein. Ce matin, je suis venue pour être avec mon homme. On va aller à l'hôtel. On va faire l'amour. Ouais. C'est génial! Ouais, ça va être génial. On va baiser, je parie que ça t'est pas arrivé depuis longtemps. Voilà.
C'est une scène très forte. Alors je veux dire que les trois acteurs qui sont pas connus, enfin pas connus de moi, ils sont formidables, ils sont extraordinaires. Alors Pierre, qui est joué par Gérard Laroche, Fred, que vous avez vu, c'est celui-là qui porte beau, qui s'appelle Marc Barbet, et c'est vrai qu'il est à la fois épouvantable à vivre et en même temps, sa séduction s'exerce même sur le téléspectateur. Il est incroyable, cet acteur. Mais en même temps, c'est aussi le rôle du réalisateur de lui avoir donné cette dimension à la fois de rébulsion et d'attrait. Et puis, donc, l'épouse de Pierre est jouée par Carole, qui s'appelle Carole, c'est Luce Mouchel. Voilà, donc c'est tout à fait... Vous oubliez un personnage qui est très central dans l'histoire, qui est le personnage du fils. Il y a le personnage du fils, oui. Une des raisons pour lesquelles le personnage de l'agresseur est si séduisant, c'est qu'à un moment, il est vu dans les yeux du fils. Et ce qui se passe, et qui est peut-être la dimension au fond la plus violente du film, c'est que progressivement, le fils du héros, de ce brave type qui se fait humilier, est témoin de l'humiliation de son père. Et à partir de ce moment-là, il va se détacher de son père pour devenir l'ami du bourreau de son père. Il va se choisir au fond un autre père, voilà. Et c'est peut-être là la chose la plus violente dans le film. Alors, je vais vous dire une chose, peut-être qui va vous surprendre ou choquer. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très chrétien dans votre film. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Oui. Ah, d'accord. Oui, il y a une sorte de consentement à la douleur. Il y a une compassion. D'abord, il y a une compassion, et à la fin même, il y a une sorte de rachat. On ne va pas raconter la fin, il y a une rachat, non ? Rédemption. De rédemption. Tout à fait de... Oui, d'ailleurs, au départ, je voulais faire vraiment. Le projet était beaucoup plus christique que ça. Je voulais vraiment faire un homme seul, humilié par tout un groupe, et qui portait sa croix dans le silence. On voyait son visage, il était là, comme une sorte de simplet, un idiot à la Dostoïevski. Il porte sa croix presque en étant satisfait de la porter. C'est ça qui est Oui, étrange. puis là, les choses sont quand même plus noyées. Je pense que l'histoire est plus contemporaine et plus... Et je signale que ce film, donc, il sort mercredi prochain, que je vous conseille d'aller voir. Et il a obtenu le prix 2001 de la Fondation Lucien Barrière. Voilà. Qu'est-ce que terminer? Alors, vous parliez de Marie-France Irigoyen qui avait publié donc avec très grand succès ce livre sur le harcèlement moral. Elle va publier dans quelques jours aux éditions Syros Malaise dans le travail, démêler le vrai du faux. Je signale que chez votre éditeur, l'édition de Fallot a publié, mais c'était à l'automne dernier, Bruno Kremer, Un certain jeune homme, qui est aussi le récit autobiographique de la jeunesse, de l'enfance de Bruno Kremer. Et c'est un ouvrage très intéressant que je vous conseille. Et il y a, voici là aussi un travail de mémoire de Diane de Margerie, maintenant aux éditions Mercure de France. Dany Cordier, le 15 mai 1927 était un dimanche, aux éditions du Seuil. C'est le récit d'une enfance villageoise. Et puis alors toujours dans la mémoire, Lydie Belmont, de la petite Arménie au boulevard des Grands Pins, c'est c'est un livre sur la communauté arménienne de Marseille. Alors, voilà, je ne vais pas manquer de l'acheter. Et puis toujours à propos de la mémoire, le Tibet de la mémoire de Michel Faucheux aux éditions Philippe Lebeau. Et puis, je vous signale, parce que vous êtes le directeur de l'amateur de cigares, d'ailleurs, il y a un chapitre on s'aperçoit que Delacroix était un hédoniste. Oui, un mauvais cigare pouvait lui faire rater une toile. Faire rater une toile, un mauvais cigare. Alors donc, l'amateur de cigares, c'est la dernière livraison, pas la livraison de cigares, la livraison de la revue, et avec notamment un article très intéressant sur Lyon et le cigare. Voilà. Quel est votre avenir aujourd'hui? Quel est votre... Eh bien, théorique. Le problème que j'ai, c'est qu'ayant le casier judiciaire, je n'ai pas le droit d'accéder à la fonction publique. Or, ma formation fait que normalement, mes postes, enfin, je peux travailler comme chercheur ou comme enseignant dans la fonction publique. Donc, pour l'instant, j'ai une bourse de recherche sur une période d'1 an. Après, eh bien, il faut trouver par exemple un labo privé qui accepterait de m'embaucher. Très bien, merci à tous les 5 d'être venus. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Eh bien, nous serons au Salon du Livre de Paris. Voilà, bonsoir à tous, bonne nuit à tous. Bouillon de culture avec la FNAC.
Patinette, c'est pas banal pour une cantatrice, une chanteuse d'opéra qui triomphe actuellement tous les soirs au Théâtre du Châtelet. Pas tous les soirs, mais certains soirs d'ailleurs, encore demain d'ailleurs, au Théâtre du Châtelet, dans La Femme silencieuse. Nathalie Dessay, bonjour. Bonjour. Alors le freinage a été un peu dur parce qu'il y avait le tapis. Alors c'est vrai que ça, je disais, c'est pas banal parce que on a toujours cette image, de la femme qui chante l'opéra d'une manière un peu convenue comme ça. On a toujours cette image un peu vieillotte d'ailleurs. Hein. Et puis vous aidez bien à dépoussiérer. Hein. Oui, j'espère, parce qu'en fait, l'opéra, c'est plus ça du tout. Enfin, j'espère. C'est ça aussi, mais ça n'est pas que ça. Donc, effectivement, on est plusieurs, là, notamment dans ma génération, à vouloir que ça change un peu et à proposer un peu autre chose. Alors, je disais, votre actualité, le Théâtre du Châtelet, La Femme silencieuse de Richard Strauss, aussi un CD, vous chantez Mozart. On a entendu là un petit extrait, on en réentendra tout au long de cette émission. Quand on revient un petit peu en arrière, vous savez, dans l'émission, on aime bien... votre père était ingénieur. Oui, mais ingénieur de formation. Ouais. Donc, votre maman s'occupait de ses enfants, de ses filles. De mon frère et de moi. Voilà, de frère et vous. Et puis, pourquoi tout à coup on s'intéresse comme ça au chant alors qu'il y avait 3 disques seulement Non, j'exagère. Non, c'est pas 3 disques. Non, mes parents sont mélomanes. Il y avait plein de disques de musique classique à la maison. Oui. Eux ne sont pas musiciens, n'ont pas fait de musique quand ils étaient petits. Mais s'intéressaient à la musique. Mais aiment la musique, aiment la culture en général. Et donc c'est moins un hasard alors qu'on ne le croit. Oui, mais enfin... disons qu'on n'allait pas au concert tous les jours non plus. Mais moi, j'allais au ballet, par exemple, avec ma mère. Puisque j'ai fait de la danse étant petite, beaucoup de danse, que j'aimais beaucoup ça. Donc j'allais au ballet, ensuite plus tard je suis allée à l'opérette, et puis je suis allée beaucoup au théâtre, j'ai voulu être comédienne, j'ai fait des études de théâtre, et puis par le biais du théâtre, je suis arrivée au chant. Quand vous rentrez au cœur du Capitole, à Toulouse, ils sablent le champagne, donc c'est vraiment une fierté pour eux. Non, quelque part, comme je leur ai dit au départ, bon, je vais être danseuse. Alors à 13-14 ans, je me suis aperçue que je ne pouvais pas. Donc après, bon tiens, je vais faire des études d'allemand. J'ai fait 2 ans d'allemand à l'université. Après, bon non, j'arrête, je veux faire du théâtre. Elle est très indécise, notre fille, c'est ça? C'est pas ça, parce que c'était toujours quand même, c'était toujours littéraire, quelque part, et toujours quand même artistique aussi, que ce soit la danse, le théâtre. Bon, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, quoi? Ils étaient un peu inquiets pour vous. Oui, est-ce qu'elle va pouvoir la gagner, tout simplement? Donc à 21 ans, quand je suis entrée dans les chœurs du Capitole, ils ont su que au moins, je pouvais gagner ma vie avec ça. Et donc, ça les a rassurés. Sur la table, il y a ces petites gélules toutes colorées, parce qu'on a pensé que vous qui avez besoin de vitamines, ça pourrait peut-être vous aider. Oui, alors c'est gentil, mais là, c'est vrai qu'en ce moment, je prends plein de choses, mais c'est des choses à base de plantes, essentiellement. Je ne prends pas de produits chimiques directement. Je prends des compléments alimentaires et de l'homéopathie. On en a besoin même pour son organe principal, savoir on en a besoin, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis à une période de ma vie où, effectivement, il faut que je m'aide un petit peu et que j'arrête de dépenser de l'énergie sans en emmagasiner quelque part. Moi, Béatrice Laquet, qui nous raconte votre carrière, elle est déjà longue. On regarde. Nathalie Dessay ou l'histoire d'une femme fluette enchantée, l'épopée d'une chanteuse soprano qui s'ignore jusqu'à ce qu'elle trouve sa voix à 20 ans. Son timbre aiguisé la consacre diva, mais voilà un terme qu'elle fait voler en éclats. C'est un truc passé de mode, c'est une grosse dame qui crie et c'est pas du tout intéressant. Organe vocal au perché, imaginez un peu le cauchemar si un matin elle se réveillait avec cette voix-là. Comme un ouragan, Nathalie Dessay est passée du théâtre au chant lyrique. Elle intègre l'école de l'Opéra de Paris en 89, triomphe en 92 à l'Opéra Bastille dans les Contes d'Hoffmann. Une interprétation d'Olympia qu'elle revisitera sous l'oreille et l'œil de différents metteurs en scène. Poupée automate pour Polanski, poupée androïde délurée pour Robert Carsen en décembre dernier. Nathalie intègre l'Opéra de Vienne en 93, une année clé qui lui ouvre les portes d'une carrière internationale, Scala de Milan et Métropolitaine de New York. La célèbre reine de la nuit de la flûte enchantée a incarné entre autres les rôles de l'actrice